8 films, 3 acteurs, un seul héros. Votre fidèle serviteur, l'araignée. Et pourtant, jamais Spider-Man n'a autant divisé son public. Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland, les débats sont interminables sur les histoires, les antagonistes, les costumes. J'aurais pu être un peu plus souple à la réception. C'est à cause du costume neuf, mais c'est pas grave, monsieur Stark. C'est parfait, merci beaucoup. Alors, pour cette vidéo, j'ai tout repris, j'ai analysé chaque détail et je peux vous affirmer que le meilleur film Spider-Man c'est le 3 de Tobey Maguire et le pire c'est Homecoming. Et les raisons qui m'ont poussé à faire ce choix ne sont pas celles auxquelles vous pensez. 2002, Eminem domine les charts, les téléphones ont des clapets et Spider-Man explose au box-office. Personne n'avait vu un film de super-héros devenir un événement mondial. Ce nouveau type de film plaît et le public sera présent pour les 2 suites. 10 ans plus tard, en 2012, les réseaux sociaux ont changé le monde. Le cinéma a créé une nouvelle identité avec The Dark Knight, le style super-héros est devenu plus réaliste, plus sombre. Et dans cette nouvelle ère, The Amazing Spider-Man arrive avec une toute nouvelle direction artistique pour l'homme araignée. Et les débats sont lancés. Les avis sont divisés entre le réalisme et le fantastique. Et il ne faudra pas attendre plus longtemps, car 5 ans plus tard, en 2017, les débats vont s'élargir davantage. À ce moment, le MCU domine déjà tout, les Avengers sont installés, les univers partagés sont la norme. Et Spider-Man Homecoming nous présente un monde où Spider-Man n'est plus seul. Ce sont 3 adaptations avec l'ambition de faire différemment. C'est précisément là que tout a basculé. Quand on parle du pire Spider-Man, beaucoup pensent immédiatement au désordre, à l'excès, aux films qui en fait trop. En 2014, The Amazing Spider-Man 2 semblait être le candidat parfait. Trop de méchants, trop de pistes, un univers lancé avant même d'être installé, le bouffon vert arrive brutalement et visuellement est décevant, Electro monopolise l'écran et on sent une volonté de vouloir sortir des films plutôt que de créer un récit cohérent. Si on compare ça à la construction d'un antagoniste comme Doc Ock dans Spider-Man 2, la différence est évidente. Là où l'un prend le temps de bâtir une tragédie, l'autre précipite sa chute. Comme cette courte scène décevante où tout l'axe du bouffon vert est balancé à l'écran en quelques minutes. Et pourtant, malgré ses erreurs structurelles, The Amazing Spider-Man 2 respecte une chose essentielle. Il laisse Peter seul face à ses conséquences et ses choix. La romance est également très bien gérée, elle est centrale, la perte est irréversible, la douleur n'est pas évitée. Le film est peut-être un peu bancal, mais il ne dilue pas l'essence du personnage. Il échoue dans l'exécution, mais il n'a jamais échoué dans l'intention. Alors si le pire ne se trouve pas dans l'excès, où se trouve-t-il? Le véritable problème apparaît lorsque l'équilibre du héros change de nature. En 2017, Spider-Man Homecoming propose une nouvelle approche. Surtout, ne fais pas ce que je ferai. Encore moins ce que je ne ferai jamais. Plus légère, plus intégrée, plus connectée à un univers déjà dominant. Le Vautour est un bon antagoniste, charismatique, crédible, ancré dans le réel, c'est un film rythmé, accessible et efficace. Mais en aucun cas, il est à la hauteur pour faire rêver les enfants d'être Spider-Man. Il modifie un point fondamental, l'homme araignée n'est plus livré à lui-même. Il a un mentor, à un moment même un costume connecté, il a une validation extérieure constante. Tu te rends compte que j'étais le seul à croire en toi. Tout le monde pensait que j'étais fou allié parce que je voulais recruter un gamin de 14 ans. Là, j'ai 15 ans. Non, là, tu fermes ton clapet. Ok, parce qu'il y a un adulte qui te cause. Et même Flash dans ce film n'est pas impactant. On sent que tous les personnages sont survolés et qu'on passe à côté d'une vraie histoire. Mais vous savez quoi? Comparons. Même dans le chaos de The Amazing Spider-Man 2, Peter porte le poids seul. Même face à Doc Ock, le Spider-Man de Tobey doit prendre des décisions cruciales. Dans Homecoming, le conflit principal ne repose plus uniquement sur Peter, mais sur sa capacité à être aidé ou accepté par plus grand que lui. Et ce déplacement change tout. Spider-Man, c'est pas un héritier, c'est pas un héros validé par une figure extérieure. C'est un adolescent qui doit affronter des menaces trop grandes pour lui, sans garantie de réussite. Homecoming affaiblit cette tension, et même quand Peter est affaibli sur le point du craquage, on sent qu'il n'est jamais réellement en danger. Et ce choix a des conséquences sur la suite. Spider-Man Far From Home élargit artificiellement l'échelle en recentrant encore l'intrigue autour de l'héritage de Tony Stark. Puis Spider-Man No Way Home crée un événement spectaculaire mais en s'appuyant largement sur les générations précédentes. L'émotion fonctionne, le public répond présent, mais le film puise sa force dans la nostalgie des anciennes licences. Comme si cette version de Spider-Man avait encore besoin de se mesurer à celle d'avant pour exister pleinement. Et c'est là que le verdict s'impose. The Amazing Spider-Man 2 est excessif, mais fidèle sur son intention. Homecoming est maîtrisé, mais il dilue l'identité du héros et propose l'adaptation la plus ratée de Spider-Man.
Dans un débat sur l'essence de l'homme araignée, l'erreur d'exécution est moins grave que la modification du cœur du personnage. C'est pour cette raison que malgré son succès et sa popularité, Homecoming est le pire film Spider-Man. Je ne mourrai pas comme un monstre. A l'inverse, certains films ont compris ce qui rend Spider-Man unique. Si on devait désigner un favori évident, beaucoup choisiraient Spider-Man 2, et ce choix serait parfaitement défendable. Le Docteur Octopus est l'un des meilleurs antagonistes du genre, sa transformation est progressive, sa chute est tragique, et son affrontement avec Peter reste iconique. Le film est structuré, maîtrisé, cohérent du début à la fin. Mais précisément parce qu'il est maîtrisé, il reste dans un cadre classique. Un héros en doute, un antagoniste central, une résolution claire. On essaye d'explorer d'autres pistes dans ce film, c'est super bien fait, mais c'est linéaire. Et si on compare maintenant avec le premier opus de The Amazing Spider-Man, on retrouve une autre qualité. Une cohérence plus moderne, une alchimie forte entre Peter et Gwen, une énergie différente. Mais là encore, le récit reste contenu dans une trajectoire relativement simple. Toutes ces âmes perdues et solitaires, je peux les sauver. Je peux les soigner. Il n'y a aucune raison de m'arrêter, Peter. Le véritable risque apparaît en 2007. Spider-Man 3 est souvent résumé à ses défauts. Trop de méchants, Venom sous-exploité, tonalité inégale. Ces critiques existent, et elles sont légitimes. Même des secrets de production mettent en avant des dysfonctionnements dans la réalisation du film et des désaccords. Mais ça ne suffit pas à juger le fond. Contrairement aux autres films, Spider-Man 3 ne confronte pas Peter à un seul conflit. Il le confronte à plusieurs fractures simultanées. Harry représente l'amitié détruite, l'homme de sable incarne la culpabilité et une histoire profonde en parallèle, et le symbiote révèle l'ego, la colère et la tentation de la facilité. Mais ce qui est très important, c'est que chacun de ces antagonistes est le résultat direct des erreurs de Peter Parker ou de Spider-Man. Là où Spider-Man 2 oppose Peter à un ennemi extérieur, Spider-Man 3 oppose Peter à lui-même. Écoute Parker, je t'en supplie, si tu fais ça, je vais tout perdre. T'aurais dû y penser avant. La question de Venom, souvent critiquée, mérite d'être nuancée. Dans les comics, Peter Parker est le premier hôte du symbiote, et la créature ne possède pas encore la personnalité bavarde que l'on connaît plus tard. Son évolution vient justement de cet échec initial. Le symbiote comprend qu'en restant silencieux, Peter s'en est lassé et s'est séparé de lui. Le film ne trahit pas le matériau d'origine, il en propose une lecture différente. Comparons maintenant avec The Amazing Spider-Man 2. Le bouffon vert y est introduit trop tard pour porter le récit. Dans Spider-Man 3, Venom est bref, mais il sert un thème cohérent, la corruption intérieure, la jalousie, l'envie de se liguer contre un seul homme. Et ça résume exactement tout ce qu'on peut connaître de ce héros dans les comics. Mais surtout, Peter est seul face aux conséquences de ses choix. Il détruit sa relation, il blesse son meilleur ami, il se laisse submerger par l'orgueil. Le film ne protège pas son héros, il le met dans l'inconfort. Même l'homme de sable, souvent considéré comme secondaire, apporte une nuance rare, un antagoniste accidentel, ni totalement bon, ni totalement mauvais. Ce choix complexifie le conflit moral. Spider-Man 3 est imparfait, mais ambitieux. Il ne cherche pas à faire pareil, il cherche à conclure une trajectoire. À côté, Spider-Man No Way Home est plus spectaculaire, plus événementiel, mais son impact repose largement sur le retour des générations précédentes. Spider-Man 3, lui, repose uniquement sur son propre arc narratif. Il assume ses excès, mais il pousse son personnage plus loin que les autres. Et c'est ce point qui fait la différence. Et pour ceux qui préfèrent par exemple Spider-Man 2, ce qui peut totalement s'entendre, finalement c'est aussi un très bon film. Là où pour moi Spider-Man 3 passe au-dessus, c'est qu'il arrive à faire quelque chose qui ne se fait plus aujourd'hui. Mélanger des méchants, mélanger des histoires, faire du héros la cible principale, la victime du film, tout en gardant un équilibre plus ou moins tenu. Là où Spider-Man 3 est critiqué, c'est tout simplement parce qu'il prend des risques inconsidérés. Un film uniquement avec l'homme de sable ou un film uniquement avec Venom aurait suffi, mais le fait de tous les mettre dans le même film permet des scènes incroyables. Et c'est là où pour moi aussi, ce film dépasse les autres. En termes de scènes mythiques, on peut repérer par exemple dans Spider-Man 2 la scène du train, qui est encore restée aujourd'hui une scène Spider-Man mythique. Et malgré le fait qu'on essaye d'en chercher dans les autres Spider-Man, pour Spider-Man 3, les scènes sont plus marquantes que les autres. Celle de sa transformation avec son reflet dans le building, scène de la bataille finale entourée de public et de photographes, même si ça rompt un peu la crédibilité du film, celle du retour de Harry pour sauver Spider-Man, la scène du clocher avec Venom, ou encore la scène inoubliable de Peter Parker avec le nouveau costume et ce nouveau comportement en train de provoquer tout le monde et marcher en dansant. Quand il sort de son magasin en costume noir, ça nous montre vraiment une nouvelle face du personnage.
Alors oui, effectivement, dans un seul film, le faire revenir à la raison, conclure l'axe de l'Homme de Sable, de Venom et de Harry en restant cohérent en termes de durée de film, c'est très compliqué. Mais c'est pas pour autant que c'est raté, c'est juste que dans les 2 opus précédents, on avait vraiment cette habitude d'avoir un méchant. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont fait tous les autres Spider-Man, à part No Way Home. Sauf que dans No Way Home, c'est complètement raté. On n'a pas réellement de personnage marquant. L'Homme de Sable est plus que passager, les ennemis qui avaient pourtant porté les autres films sont complètement secondaires, on n'approfondit rien, on est vraiment dans du pur fanservice. Et c'est ça qui pour moi rend Spider-Man 3 unique. On découvre l'Homme de Sable, on découvre Venom, et si on se pose la question du Amazing Spider-Man 3 de Andrew Garfield qui n'est jamais sorti, est-ce qu'ils auraient vraiment réussi à rendre ça fluide et à rendre les antagonistes aussi pertinents que Venom, l'Homme de Sable et Harry? Finalement, on n'aura jamais la réponse. Et pourtant, ce Spider-Man 3 d'Andrew Garfield aurait pu vraiment faire la différence. Le meilleur film Spider-Man n'est pas forcément le plus fluide ni le plus consensuel. C'est celui qui prend le poids que Peter Parker doit porter. Spider-Man 3 est le seul à confronter ce héros à sa propre noirceur tout en bouclant son parcours émotionnel. Sa critique la plus fréquente, dire qu'il est bâclé et brouillon, ne tient plus quand on regarde Amazing Spider-Man 2 ou No Way Home. Et c'est pour ça que malgré ses défauts, malgré tous les débats qu'il continue de susciter, Spider-Man 3 reste pour moi le meilleur film Spider-Man. Car le meilleur n'est pas forcément le plus propre, et le pire n'est pas forcément le plus chaotique. Tout dépend de ce que vous attendez vraiment d'un film Spider-Man. Whatever comes our way, whatever battle we have raging inside us, we always have a choice. My friend Harry taught me that. He chose to be the best of himself. It's the choices that make us who we are. And we can always choose to do what's right.